il est où le papa? Et voilà, j'aurais dit que j'étais acheté une petite graine et que je l'ai mis à l'hôpital. Et voilà, et puis il y a eu mon enfant qui est né grâce à ça. Elles ont par choix ou par dépit décidé de faire un enfant seul. On en parle aujourd'hui dans Pas d'amalgame. Jessica, James, Valérie Dahan, Jonathan Cohen sont nos invités aujourd'hui. On va parler de ces femmes qui ont décidé de faire un enfant seul. En Israël, c'est possible depuis plus de 20 ans. Jessica, vous avez une petite fille qui a 3 mois, tout juste 3 mois. Vous avez 42 ans. Valérie, vous avez eu vos enfants il y a 10 ans déjà ici en Israël. Jonathan Cohen, vous êtes spécialiste, praticien en France et en Israël. Alors derrière les mots de PMA, procréation médicalement assistée, de FIV, fécondation in vitro, se cache du très prosaïque don de sperme. Qui veut raconter, Valérie, Jessica? Moi, je l'ai fait 2 ou 3 fois et c'est vrai que bon, j'ai dû aller de Tel HaShomer à Asuta. Alors pardon, alors d'abord, vous êtes arrivé en Israël à 37 ans. Vous avez espéré encore un peu rencontrer... Voilà, j'ai rencontré plusieurs hommes, j'ai eu plusieurs relations, et puis ça n'a pas marché, malheureusement. Donc voilà, mais j'avais ça derrière un coin de ma tête pour faire un enfant toute seule depuis que j'ai une trentaine d'années. Je me suis dit aussi, je trouve personne, je le fais toute seule. Et c'est ce qui est arrivé. Et c'est ce qui est arrivé. Alors en Israël, par rapport à la France, c'est facile, relativement facile alors. Beaucoup plus facile. Tout à fait. Donc vous vous êtes tourné vers l'hôpital public et vous avez dit voilà. j'ai besoin de sperme. Voilà. Okay. J'ai été voir un gynécologue, j'ai demandé, j'ai des amis aussi, enfin j'ai une amie qui l'a fait, elle a eu des petits jumeaux et elle m'a aidée aussi à commencer, parce qu'on ne sait pas vraiment par où commencer, et elle m'a dit d'aller voir un gynécologue spécialisé en fertilité. Okay. Et du coup, voilà, je suis allée voir, qui m'a donné toute une liste de banques de sperme, privées et publiques. Je voudrais qu'on démarre avec le témoignage de Florence, qui est infirmière et qui en parle très bien. Il y a beaucoup de personnes que ça a dérangé. Par exemple, quand on fait un don de sperme, selon où on a stocké le sperme et où on se fait inséminer, il y a des gens qui doivent se balader avec le sperme dans un thermos. Et c'est vrai qu'il y a des gens que ça dégoûte, qui trouvent ça vraiment hors de propos, qui n'arrivent pas à passer cette étape. Alors tout le procédé de fécondation in vitro et de don de sperme, c'est des procédés par étapes. Ça veut dire qu'est-ce qu'on peut choisir quand on choisit un donneur, un père biologique? La couleur de cheveux, les yeux, la taille, le poids, enfin il y a plein de petites caractéristiques, c'est pas tout à fait... Alors on est, Valérie, vous aussi, hein, vous avez... Moi j'avais moins de caractéristiques que ça. C'était il y a 10 ans. Ouais, c'était il y a plus de 10 ans, parce que mon fils a déjà 12 ans, donc j'ai fait des traitements encore avant. Il y avait moins de caractéristiques et puis il vous laissait comprendre qu'il y avait très peu de choix en fait. Hein. D'accord. On peut choisir quoi? Les origines il nous donnait comme critères effectivement couleur, cheveux, yeux, la taille, enfin pas le poids mais la taille, les origines, c'est important parce qu'en Israël on fait des tests génétiques, et le domaine d'études ou ce qu'il fait dans la vie en gros. Oui. Quoi. Alors l'une de vous deux, mais vous m'avez dit, c'est pas vous, m'a dit, si on veut du sperme de pilote, ça coûte beaucoup plus cher. Jonathan, je me tourne vers vous. Est-ce que le sperme de pilote, on peut l'avoir? Est-ce que c'est dans le privé aux États-Unis où toutes ces procédures sont extrêmement développées? On peut aller très très loin dans le choix du donneur. Est-ce qu'on en est là en Israël, en France? On en est très loin. Moi, je dirais quand même tant mieux parce que c'est pas, enfin, je veux dire, c'est tout à fait spécial de dire du sperme de pilote. Il n'y a pas de prédétermination. Moi, je dirais quand même tant mieux parce que c'est pas, enfin, je veux dire, c'est tout à fait spécial de dire du sperme de pilote. Il n'y a pas de prédétermination génétique au niveau des spermatozoïdes pour savoir quelle vie on va avoir. Donc, je crois que ça, c'est peut-être un petit peu du marketing quand même. Effectivement, c'est important que les gens puissent choisir, je pense, les caractéristiques surtout. En fait, il y a une partie qui est plutôt ethnique, c'est-à-dire se dire, bon, est-ce que je veux que mes enfants ils aient la même couleur de peau que moi? C'est surtout ça qui est important. Par exemple, en France, où pendant de longues années, il y avait très peu de donneurs. En fait, on va essayer surtout d'apparier par ethnique, c'est-à-dire pour des couples africains, essayer d'avoir un donneur noir, pour des couples chinois, essayer d'avoir un donneur asiatique. Et c'est ça qui va être le plus important. Ensuite, évidemment, s'il y a énormément de donneurs, une grande offre, alors on peut essayer de proposer comme ça différentes caractéristiques. Mais après,
c'est sûr que quand ça va tomber dans le domaine du privé, peut-être que les banques de sperme, elles vont essayer de faire du marketing et dire nous, on a des meilleurs spermes que les autres. Nous, on a des pilotes et on a des ingénieurs. Là, je crois que c'est un petit peu, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est plutôt d'avoir un spermogramme de bonne qualité, c'est-à-dire que on soit pilote ou éboueur, ça va absolument pas changer la qualité du sperme. Donc ça, c'est vraiment, c'est simplement mon esprit français qui revient, c'est-à-dire c'est pas du tout dans l'esprit français de pouvoir faire ce genre de choix. Est-ce que, c'était juste du sperme où il y avait toute une personne derrière ce sperme et vous vouliez quand même pouvoir maîtriser un petit peu ce qui allait passer à votre enfant? C'est pas exactement ce qui passe et ce qui passe pas, mais... Ouais, je voulais pas prendre... Non, je voulais qu'il y ait un minimum de ressemblance, donc physique, que ça soit pas, qu'on me dise pas d'où il sort cet enfant. Donc je voulais un petit peu un brun... les yeux clairs, ma mère a les yeux bleus, donc voilà, je voulais qu'il y ait un minimum de compatibilité. Et ça marchait? Votre fille vous ressemble? Elle me ressemble complètement, paraît-il, hein, je vois pas vraiment, mais paraît-il que c'est... Et vous avez pensé au reste? Vous avez pensé effectivement au niveau intellectuel, c'est des choses qui rentrent en compte quand on prend un don de sperme? Non, du tout. Moi, il était chanteur d'opéra, alors je sais pas si... Qui était, pardon? Il était chanteur d'opéra. Ah, vous savez ça? Oui. Ah, vous le savez? On sait le métier. On sait le métier. Non, moi, il devait être étudiant, je pense. Il y avait quelque chose comme... Il étudie, je sais pas, business, un truc comme ça. On sait quand même ce qu'ils font. Donc, chanteur d'opéra. Il était chanteur d'opéra. Donc, ce sera pas trop difficile de le retrouver si jamais. Je veux dire, il y a quand même des métiers plus... C'est possible, ouais. Vous me disiez combien ils peuvent donner, parce qu'on est dans un petit pays, les donneurs peuvent donner à de nombreuses femmes. Il y a des risques de mariage consanguin. Après, sauf que a priori, ceux qui ont des parents, comme mes enfants, ceux qui sont issus d'un père qui n'est que le donneur, ils vont le savoir. Donc, je pense qu'après, c'est assez facile à... C'est ça. Moi, j'ai aussi des critères. J'ai très peu de critères, mais j'ai les critères que j'ai dit. Je sais dans quel hôpital. A priori, ils ne sont pas suivis dans 2 hôpitaux en même temps. Je ne suis pas très inquiète. Hein. Je pense que ça peut facilement se vérifier en plus par la suite. Docteur Cohen, Israël est un pays plutôt... alors, moi, je croyais on était super en avance ici en Israël. A priori, pas tellement. C'est plutôt la France qui est très en retard. Moi, déjà, je ne sais pas si on parle d'avance ou de retard. En tout cas, c'est différent. Il y a des grandes différences. C'est vrai qu'en France... Les comités d'éthique, les politiciens ont beaucoup... ils sont allés vraiment à reculons dans le passage de cette loi. Ce que je trouve intéressant, moi je ne considère pas que c'est des arriérés d'avoir reculé. Ce que je regrette un peu, c'est qu'en France, par exemple, il n'y a pas vraiment eu un débat intéressant sur le sujet. C'est-à-dire, au lieu de débattre sur qu'est-ce que ça change pour une société, quelles vont être les conséquences, pas pour les enfants, mais plutôt pour la société. En fait, en France, ça a été le débat, il y a les catholiques extrémistes de droite qui ont manifesté contre, et puis la manif pour tous, et on ne pouvait pas en parler, en fait. Donc, c'est un sujet pourtant qui est très intéressant, moi je trouve. C'est un sujet qui semble assez inexistant en Israël finalement, puisque même, alors là où par exemple les religieux en Israël se battent contre les 2 papas et les 2 mamans de certains couples homosexuels, là le don de sperme aux femmes seules, c'est quelque chose qui se fait aussi dans les milieux religieux. Donc c'est pas, en Israël, c'est complètement intégré dans la société, non? Oui, c'est très intéressant d'ailleurs, moi je trouve cette différence-là. Je pense que, et on le sent justement quand Jessica parlait de l'accueil, on le sent un peu partout. Il y a une bienveillance. Non, mais il y a une volonté, pas que pour les mères qui font des enfants seuls, mais il y a une volonté en général dans le pays qui est beaucoup d'enfants. Oui, c'est ça. Voilà, c'est déjà le premier niveau en fait. Il faut qu'il y ait beaucoup d'enfants. Il faut absolument qu'il y ait quelle que soit la manière, quel que soit le... Alors voilà, donc après sur la société aussi qui accepte du coup, parce que c'est au-dessus de tout en fait, c'est au-dessus des différends qu'il peut y avoir, des exigences religieuses. D'abord les enfants. Voilà. Et moi, je trouve qu'on le sent vraiment, hein, aussi bien dans l'accompagnement qu'on a, même les gens que je croise dans la rue, ils ne savent pas. L'accueil qu'il y a quand on se balade avec des enfants, des choses comme ça, c'est extrêmement différent. Et je pense qu'il y a l'effet petit pays et petit peuple qui donc, joue énormément. On ajoute une personne. Vous avez senti, alors vous c'est plus frais Jessica, mais en tout cas vous me disiez de la part du corps médical aucun jugement, jamais. Jamais une seconde, j'ai jamais senti de jugement. Alors peut-être que quand même on l'a fait toutes les 2 à Tel Aviv si je comprends bien.
Mais je crois pas. Moi, je suis sur certains groupes et des choses comme ça. J'ai jamais vu ça. Même, et dans la vie de tous les jours non plus. Vous dites facilement. Non, des fois, ce qui surprend plus, c'est le fait qu'on soit plus âgé. D'accord. Mais ça, je pense que ça aurait été la même chose si Avec on une avait, mère, si on avait rencontré un homme à un 40 père ans. et qu'on aurait eu des enfants. Ça, je l'ai vu beaucoup. Ça, je l'ai un peu entendu, ouais. Alors pourtant, l'âge, aussi, vous me racontez une anecdote, Jonathan, assez révélatrice de la différence de mentalité France-Israël sur l'âge auquel une mère peut avoir un enfant dans les deux pays. Déjà, c'est vrai que dans l'ensemble, je vais répondre à votre question bien sûr, il y a effectivement vraiment une prise en considération de l'infertilité qui est beaucoup plus importante en Israël, c'est-à-dire que les gens ont vraiment beaucoup plus d'empathie pour l'infertilité ou pour le fait qu'une femme n'ait pas d'enfant. Alors qu'en France, ça a mis beaucoup plus de temps à rentrer vraiment dans les mœurs. Je veux dire, même dans les équipes de PMA, je me rappelle très bien de staff auquel j'ai participé, on refuse beaucoup de patientes, elles sont trop âgées, elles ont une mauvaise réserve ovarienne, elle a un indice de masse corporelle trop gros. Non, En gros, si elle ne peut pas biologiquement avoir un enfant, il n'y a aucune raison de forcer la nature. C'est un peu ça en France. Hein. Non, quand même pas. Dans un service de PMA, on ne peut pas vraiment dire ça, mais on peut dire qu'il y a des critères qui sont assez importants pour que la patiente elle soit acceptée, surtout par exemple dans les grands centres publics où il y a énormément de demandes. Bon, on va prendre les patientes qui ont des pronostics trop réservés. Non, il y a beaucoup de centres, on va dire, et il y a trop de faibles chances pour qu'elle soit prise en charge. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé d'ailleurs en 2017 à faire mon stage à l'hôpital d'Irilov, et je voyais des patientes qui avaient 44 ans, 45 ans, qui étaient suivies en fécondation in vitro. Je n'avais jamais vu ça dans l'hôpital dans lequel je venais. Oui, en France, c'est interdit. Enfin, on couvre plus rien après 42 ans, je crois. La Sécu ne prend plus rien en charge. En France, c'était autorisé aussi jusqu'au passage de la loi, mais ça, c'est encore un autre débat. Avant, on pouvait faire de la FIV. Les patients pouvaient faire de la fécondation in vitro si elles voulaient, jusqu'à l'âge qu'elles voulaient. C'est juste que c'était plus remboursé après 43 ans. Là, on ne sait pas trop pourquoi. Avec la nouvelle loi, c'est passé en même temps que la nouvelle loi. Interdiction carrément de faire une ponction d'ovocytes après 43 ans. Interdiction, c'est-à-dire, c'est pas que la patiente ne sera pas. En Israël, on peut la faire à 48 ans. Hein. Il n'y a pas de limite. Il faut dire la vérité. Plus l'âge avance, plus les chances sont de plus en plus faibles. Je veux dire, après 43 ans, 44 Mais ans. Mais aucun médecin ne dira à une femme, c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour un enfant d'avoir un enfant à 50 ans. Personne ne dira ça en Israël. Attention, il ne faut pas qu'on dise n'importe quoi sur les âges. Par exemple, de la FIV à 50 ans, ça ne marche pas. Ça va être obligatoirement avec du don d'ovocytes. Mais aucun médecin ne refusera de le faire. C'est ça ma question. Non, une patiente de 50 ans en don d'ovocytes, il y a des mesures à vérifier. Une patiente de 50 ans qui veut avoir un bébé en don d'ovocytes, on doit vérifier qu'elle a un bon état de santé, qu'elle a un bon état principalement cardiaque, que la grossesse ne va pas la mettre en danger. Mais une femme de 45 ans qui veut faire du don d'ovocytes, il y a aussi quelques petits examens à faire, mais ça va se passer beaucoup plus facilement en Israël. Mais pour revenir déjà à la fécondation in vitro avec les ovocytes de la patiente, donc en Israël, les médecins me disaient « Mais pourquoi ça t'embête ?» Comme ça, ça ne m'embête pas, mais vous savez que les chances sont très faibles, pourquoi vous le faites ? Ils me disaient « Mais c'est bizarre ta façon de penser, si tu es un médecin qui fait de la fertilité, pourquoi tu t'inquiètes de ce que ses chances soient faibles ? Elle veut un bébé, elle n'a pas d'enfant, le plus important c'est qu'on lui donne cette petite chance. » Et cette façon de voir les choses m'a beaucoup fait modifier ma façon de voir le métier. Et j'ai énormément appris de cet optimisme, un petit peu aussi, ce jusque-boutisme qu'il y a en Israël avec la médecine de la fertilité, jusqu'au bout pour que ça marche. Et pour ce que vous disiez des femmes seules ou des femmes homosexuelles, ça, c'est une chose qui est passée dans les mœurs. Une fois que c'est passé dans les mœurs, ça, c'est accepté par la société. En France, c'est très rare. Donc, pour l'instant, les gens ils regardent ça de façon un petit peu anecdotique. En France, ça a existé. Il y a, je crois, quelques milliers de femmes qui vont tous les ans, qui allaient en Belgique ou en Espagne le faire. Ouais, c'est ça. Bien sûr, il y en a toujours. Ouais. Ça reste quand même très rare. Et du coup, maintenant que ça rentre dans les mœurs, déjà, c'est autorisé par la loi. Ça va se faire en France. Il va y avoir de plus en plus d'enfants qui vont naître dans ces conditions-là. Et du coup, la société va le voir. Et très rapidement, en général, ces changements sociétaux, alors je ne suis pas sociologue, mais je remarque quand même d'expérience que les changements sociétaux, ça se fait vraiment très vite. Et que très rapidement, ça va passer dans les mœurs. On n'entendra plus du tout les mêmes remarques qu'avant. C'est pour ça que ça a été accepté plus rapidement en Israël. Du coup, c'est passé dans les mœurs. Maintenant que ça existe en France, je pense que ça va très vite passer dans les mœurs aussi. Peut-être que Jonathan peut nous éclairer, mais il me semble qu'il y a une autre, à part l'âge, parce que la question du remboursement est quand même importante. Alors on va juste, les et prix. Sur ça, il me semble qu'il y a aussi une approche. Je parle de l'approche qui est différente avec justement cette façon de voir le désir de la femme d'avoir des enfants et pas seulement sa capacité ou pas en termes d'examens médicaux.
Et en Israël, par exemple, ils acceptent de financer jusqu'à 2 enfants, quel que soit le nombre de traitements qu'il faut. Alors, ça peut être très long. Une mana, ce qu'on appelle une mana, une dose de sperme par insémination per FIV, c'est à peu près 900 shekels, 150 € maintenant. Ouais. Ça baisse, je sais plus. Non, mais le traitement lui-même, si on regarde combien ça revient, c'est pas le don lui-même qui est le plus cher, parce qu'il faut faire la ponction, il faut faire la ponction, oui, après le traitement. C'est ça. Et là, peut-être Jonathan peut corriger si je me trompe, mais il me semble qu'en France, c'était, en tout cas avant cette règle-là, même pour les femmes en couple normal qui avaient besoin d'avoir recours à des traitements de fertilité, c'était en fonction du nombre de traitements. Et en Israël, c'est en fonction du nombre d'enfants obtenus. Et je trouve ça tellement plus généreux de se dire, elle aura 2 enfants, ça fait déjà une petite famille, quel que soit le nombre de soins. Et pas seulement, c'est le droit à 5 ou 6 ou 8 traitements, je ne sais plus le chiffre. C'est vrai que les piqûres sont payantes, en fait. J'avais oublié que les piqûres étaient payantes. Donc, quasiment tout est pris en compte, en fait. Non, c'est payant. C'est le patient qui doit payer. Le patient qui doit payer, mais c'était 200 shekels. Ça veut dire, vous avez eu votre petite fille il y a 3 mois, Jessica. Ouais. Combien vous avez payé en tout? Enfin, payé... Ouais, en tout. Je l'ai fait 3 fois. Donc 900 shekels x 3, plus 200 x 3. Ça fait dans les 4000 shekels. En France, comment ça se passe? Qu'est-ce que la loi prévoit aujourd'hui? En France, tout est pris en charge par la sécurité sociale. Après, ça dépend si vous êtes suivi à l'hôpital ou dans le privé. Dans le privé, il y a des dépassements d'honoraires pour les actes des médecins. Mais par exemple, le don de sperme, ça va être, vu que ça sera toujours donné par des centres publics, ça ne sera pas payé. Donc, là, je tiens aussi à dire, parce que je me suis un petit peu plus renseigné, parce que c'est nouveau. Je veux dire, moi, pour l'instant, ce que je fais, c'est que les patientes qui viennent me voir et qui veulent faire une insémination, on les fait s'inscrire dans les sécos, donc dans les centres où il y a les paillettes de sperme congelées. Et du coup, on nous avait dit qu'il y aura énormément d'attentes. En fait, il y a quand même du sperme en France. Le problème, ça va être surtout qu'il y a peu de sécos. Donc, il y a une liste d'attente énorme, par exemple, au sécos du 20e arrondissement. Pardon, c'est quoi le sécos? C'est comme la banque de sperme, excusez-moi. Le sécos, c'est ce qu'on appelle d'accord. Et pourquoi il n'y a pas assez de donneurs? Finalement, il y a plus de donneurs que je pensais. Il y a des paillettes de sperme disponibles. Mais le problème, c'est l'organisation, là, parce qu'en fait, ce sont des centres qui travaillaient déjà avec un certain nombre de personnel pour l'activité qu'ils avaient. Et là, maintenant, leur activité, elle est multipliée par 10, par 20, puisqu'avant, la banque de sperme, elle servait aux couples hétérosexuels dont l'homme avait un problème avec les spermatozoïdes. Donc, il y en avait, mais c'était pas il n'y avait pas des centaines de milliers. Donc là, par contre, il va falloir qu'ils s'organisent, qu'ils embauchent plus de personnel, parce qu'il y a énormément d'attentes, en fait, pour avoir le premier rendez-vous, et ensuite l'attente pour avoir les paillettes. Donc, je pense qu'ils vont s'organiser, c'est évident, mais pour l'instant, ça va être un petit peu long. C'est sûr que c'est beaucoup plus long que quand on va s'inscrire à une banque de sperme en Israël ou en Espagne et qu'on dit je voudrais faire mon insémination le mois prochain. Est-ce que là, ce à quoi on assiste alors depuis 20 ans en Israël, depuis quelques mois en France, est-ce que c'est une tendance lourde? Est-ce qu'on va vers de possibilité pour toutes les femmes de faire des enfants sans père? A priori oui, dans le monde entier, et de choisir de plus en plus précisément, peut-être qu'aujourd'hui il y a encore des limites éthiques sur le choix du donneur. Est-ce que ces limites peuvent sauter? Où vous pensez qu'on se dirige tous les trois? Jessica peut-être. À l'heure actuelle, je trouve que c'est déjà bien poussé, donc je ne sais pas du tout jusqu'où on peut aller. Mais, est-ce que vous pensez que dans 30 ans, 40 ans, 50 ans, finalement, plus aucune femme réfléchira à trouver un homme pour fonder une famille? Non, parce qu'il y a des femmes qui ne veulent pas d'enfants. Oui, enfin celles qui veulent des enfants. Est-ce que l'homme ne sera plus une équation dans le... Non, je crois pas. Il y a besoin d'amour, il y a besoin de rêver, il y a besoin de princes charmants encore. Je pense que les petites filles, elles ont besoin de ça, et je pense que toutes les femmes, elles ont besoin de ça. Je crois pas. Non, moi non plus, je crois que ça restera l'alternative pour ceux pour qui la vie a fait qu'ils n'ont pas rencontré la personne avec qui ils fondent un couple. Mais je ne crois pas que ça deviendra... je crois que ça restera jamais que l'alternative. Docteur Cohen, on parlait de tendance ou pas? Est-ce que vous pensez que ça pourrait devenir une généralité finalement? Je fais mon enfant quand je veux, avec le sperme que je choisis. Je répondrai comme tout le monde. Non, j'ai pas d'avis sur la question. Je sais pas, je peux pas lire dans l'avenir. C'est sûr que c'est une possibilité, mais j'ai pas
Je vote en touche, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer dans l'avenir. On peut le voir après tout en Israël, puisque dans tous ces pays, ça existe depuis longtemps. Ça reste quand même marginal. Donc, c'est pas la majorité des femmes qui font ça. C'est pas la majorité des femmes qui souhaitent cela. Et c'est vrai que moi, je trouve ça formidable que ça soit possible, surtout. Donc, comme ça laisse vraiment la liberté. Une dernière question à mes invités sur le plateau, parce que c'est une question aussi importante. Est-ce que comment dire, les questions que l'enfant va se poser sur son identité, sur son père, sur son donneur plutôt, ce sont des éléments importants pour vous? Est-ce que ça vous a tracassé avant? Est-ce que ça vous tracasse maintenant? Valérie, vos enfants, ils ont 10 et 12 ans, donc ça moi, ça ils arrive. sont plus grands, ils me posent des questions, mais ce n'est pas un souci d'inquiétude. D'abord, je leur ai dit très tôt, très vite dans leur vie, ils ont su comment ils étaient arrivés dans ce monde. Non, et puis c'est un peu ce qu'on disait. En tout cas, par exemple, moi, ils ont à peu près toujours eu d'autres enfants comme eux, ou de couples homosexuels, ou voilà, dans leur classe. Ce qui facilite le quotidien. Donc ils se sont pas sentis. D'où je viens et où vais-je. Oui, et puis ils ont eu, eux, ils l'assimilent. Moi, c'est pas du tout pareil pour moi, mais je comprends que dans leur tête d'enfant, ils ont dans leur classe parfois un enfant qui a perdu un parent, mais pour eux, c'est pareil parce qu'ils se disent, on est une famille où il y a qu'un seul parent, en fait, des choses comme ça. Et donc, il n'y a pas eu de grosse crise. Vous n'avez pas eu à gérer pour l'instant de grosses crises? Non, mais on a construit aussi un lien très très fort. Enfin, ça dépend aussi de comment ça se passe, je pense. On a un lien très fort entre les enfants et moi, un lien très fort entre eux. Il y a un homme de la famille qui est présent. Non. C'est vrai, la cellule, c'est vous trois. Non, c'est nous trois et c'est très Très soudé fort. comme ça. Et moi, j'ai une très grande famille. Je suis la dernière de 8. Donc, ils ont des cousins, mais comme je suis la dernière, et en plus, j'ai mes enfants tard, ils sont beaucoup plus grands, mais pour eux, ça représente quelque chose de très important, ce lien à cette famille, en fait. Et je pense que dans ce sens-là, ils ne se sentent pas sans appartement familial. Ils ont ce sentiment d'être la suite d'une famille, même si, pour certains, elle peut paraître incomplète. Ils sont part d'une famille. Jessica, pour vous, c'est une question qui est importante. Oui, bien sûr. Bien sûr, je me suis posé la question de comment je vais lui expliquer, comment je vais lui raconter. Bon, j'ai fait le test un peu sur mes nièces pour leur expliquer comment je l'ai fait, parce qu'elles m'ont posé la question, il est où le papa? Et voilà, je leur ai dit que j'étais acheté une petite graine et que je l'ai mis à l'hôpital. Et voilà, et puis il y a eu mon enfant qui est né grâce à ça. Mais voilà, elles ont compris, elles ne m'ont pas posé plus de questions, donc je verrai avec ma fille. Mais a priori, ça pourrait bien se passer aussi. Voilà. De toute façon, on est d'accord dans ces procédures-là. Si jamais vos enfants veulent à un moment ou un autre connaître le donneur, c'est pas possible. Non, c'est impossible. Ok, on saura juste qu'il est chanteur de Non, mais voilà. ils peuvent connaître quelques détails, par exemple. Mais le retrouver, non, jamais. Non, le retrouver, non. Ok, merci beaucoup à nos trois invités. Merci à Dr Cohen de Paris. À bientôt. Bye bye.